La santé, on la comprend généralement comme l'absence de maladies physiques. Et c'est pas faux, mais c'est pas complet. La santé est plus que l'absence de maladies physiques. La santé, c'est être bien dans son corps, mais aussi être bien dans sa tête et être bien dans sa vie. La santé, au niveau physique, on appelle ça homéostasie, c'est un équilibre des fonctions. Et cet équilibre, malgré les turpitudes de la vie, malgré les hormones, les alimentations, les changements, l'environnement, eh bien, il est possible, malgré les cycles en haut et les cycles en bas, l'équilibre est possible. Instable, et cet équilibre, c'est être en santé. Et la santé, elle est naturelle. On vit comme si la santé était un sort. Comme s'il y avait un Dieu au-dessus des nuages qui dit « Allez, toi, bonne santé, toi, problème de cœur, toi, problème d'articulation. » Et non, c'est pas comme ça. Il y a évidemment des prédispositions génétiques et autres. Il y a des facteurs aggravants, mais la santé aussi répond à une des lois de cette manifestation, qui est la loi du karma, cause à effet. Donc, la santé que l'on a est le résultat de ce qu'on a vécu avant. Et la façon dont on vit maintenant va définir la santé qu'on aura demain. Alors il y a des exceptions, mais en général c'est une règle qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on participe à sa propre santé. Ce n'est pas un hasard. On ne pense pas, mais on va tous avoir 1 an de plus, 5 ans de plus, 10 ans de plus. Comment on va être dans 10 ans? Comment on va être dans son corps dans 10 ans? Comment on va être dans sa tête dans 10 ans? Comment on va être dans sa vie dans 10 ans? Eh bien, dans 10 ans, on aura le résultat de notre pratique de vie maintenant. Donc, on va participer à la construction de cette santé. On a un rôle à jouer, on a une responsabilité. Et la même chose, aujourd'hui, on est le résultat de comment on a vécu avant. Alors pas à 100%, il y a d'autres facteurs, il y a des facteurs karmiques, on va en parler, des facteurs de destin, des facteurs de vie, mais on va s'intéresser à la participation personnelle dans la santé. Et c'est important de comprendre que la santé est une tendance naturelle. Nous, on a oublié ça un peu. Dans notre culture, on dit le ministère de la Santé, les professionnels de la santé. Et en fin de compte, les docteurs, les infirmières, les hôpitaux, les pharmaciens, l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas des professionnels de la santé, c'est des professionnels de la maladie. Ce qu'ils apprennent, c'est la maladie et guérir la maladie. On ne parle pas de santé. Et si on parle de santé préventive, c'est le dépistage de la maladie. Ce n'est même pas la construction de la santé. On est comme si on était malade, sous anesthésie, allongé dans un lit, et on meurt malade à l'hôpital. Ce n'est pas la normalité, on n'est pas fait pour ça. On peut mourir de vieillesse sans maladie. Tout simplement parce que le temps est venu, c'est terminé, et on meurt. Non, aujourd'hui, la maladie est omniprésente
et les professionnels s'occupent surtout de la maladie. Donc demandez à un professionnel de la maladie, un docteur, et je ne veux pas dénigrer les docteurs, les hôpitaux, les pharmaciens, ils font un bon boulot, mais ils font un boulot sur la maladie, pas sur la construction de la santé. Demandez-leur comment on construit la santé, et moi j'ai fait l'enquête, j'ai demandé à beaucoup de médecins. Ils vont nous dire l'alimentation, et puis ils vont nous dire, et puis faites un peu de sport. Voilà. Mais il n'y a pas que ça qui construit la santé. On va le voir tout à l'heure. Pour le yoga, la santé est construite par 5 outils principaux et soutenue par 5 piliers principaux. Donc oui, il y a l'alimentation, oui, il y a le fait de bouger, faire du sport, mais c'est pas suffisant. Donc la santé est naturelle, on est fait pour être en santé. Comme c'est un équilibre instable, c'est normal aussi que de temps en temps on soit dans un cycle plus ou dans un cycle moins. Mais si on fait la somme des moins et des plus, on devrait pouvoir, on a le potentiel d'être, à part exception, d'être équilibré. Donc, et ça se fait au sein même de l'intelligence du corps. Dans le corps, dans l'organisme, il y a une certaine intelligence en œuvre. Et en fin de compte, il s'agit moins de construire soi-même sa propre santé, plutôt que de laisser cette force, cette intelligence et ce pouvoir en soi le faire pour nous. Et si je parle de ça, c'est que on a tendance plutôt à l'empêcher. Aujourd'hui, il y a des gens qui mangent d'une telle façon qu'ils sont en digestion pendant 15 heures, 20 heures par jour. C'est beaucoup de travail pour l'organisme. Comment cet organisme va pouvoir éliminer ce dont on n'a pas besoin, assimiler ce dont on a besoin, combiner pour l'assimilation ce dont on a besoin, régénérer? Il n'a pas le temps. Donc, on n'a pas besoin de savoir comment transformer la pomme en cellules qui se régénèrent. On mange la pomme, c'est tout. Et sans qu'on y participe intellectuellement et consciemment, cette pomme se transforme en une cellule qui se régénère. Donc il y a à l'œuvre quelque chose à l'intérieur de l'ordre d'un certain pouvoir, d'une certaine intelligence, et ce pouvoir, cette intelligence va toujours vers la santé. Les défenses naturelles, par exemple, va toujours essayer d'amener vers la santé. En fin de compte, tout dans la nature, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, que ce soit une montagne, que ce soit une fleur, que ce soit un animal, que ce soit une étoile, va aller dans un certain sens, qui est le sens de la vie. On pense un peu que la vie c'est chaotique, où on ne voit pas le sens de la vie. La vie, c'est pas chaotique. La vie, c'est pas le hasard. La fleur, la plante, la lune, l'animal, notre foie, une cellule de notre peau, a le même objectif, qui est l'objectif de la vie. Alors, c'est quoi l'objectif de la vie? Question. L'objectif de la vie, d'une fleur, d'une cellule, c'est vivre plus longtemps, dans de meilleures conditions, se développer et se reproduire. Le foie va faire ça, une cellule va faire ça, un animal va faire ça, une plante va faire ça, une étoile va faire ça. Tout dans l'univers va faire ça, sauf l'homme. Parce que l'homme, il fait ce qu'il veut. Parce que l'homme, il ne voit pas qu'il y a un sens de la vie.
Et l'idée, ça va être, pour construire sa santé, pour participer à sa santé, et de faire toutes nos actions dans le sens de la vie. Alors c'est une moyenne, mais si je bois un jus de pomme, ou si je bois un verre de whisky, c'est pas la même direction. Évidemment, un verre de whisky, ça ne va pas me tuer. Bon, ça peut, si on n'a pas l'habitude de boire de l'alcool et on prend le volant après, c'est possible, mais en tous les cas, ce n'est pas un pas vers vivre mieux. C'est un petit pas, mais c'est un petit pas vers vivre moins bien, parce que si j'en prends plusieurs, ben, je vais vomir. Et si je prends plusieurs régulièrement, ben, je vais être malade. Et puis si je continue, à un moment donné, ben, je risque de mourir. Donc, même si c'est un petit pas dans la mauvaise direction. Donc l'idée, c'est d'essayer d'inscrire ces outils, ces piliers principaux de la santé dans la bonne direction. Et je reviens à l'idée de participer à sa santé. On voit des gens aujourd'hui à 70 ans, ils marchent comme ça, assez soudés, locomotion compliquée. Puis il y a des gens à 70 ans, ils sont comme ça. Ils font du vélo, ils vont à droite, à gauche. Il y a une différence. Il y a une différence au niveau des articulations. Il y a une différence au niveau de l'amplitude des articulations, de l'agilité. Et c'est tout simplement une différence d'entretien. On vit dans une vie où nos sens sont dirigés et attirés par l'extériorité. Donc on prend en compte ce qu'il y a extérieur. À l'extérieur, monsieur a une voiture. La voiture, elle a eu la révision, elle a de l'eau, de l'huile, de l'air dans les pneus, elle fonctionne bien. Pourquoi? Parce que monsieur a besoin de faire la voiture, ou madame, et on entretient la voiture. Le couple a une maison. La maison, elle est réparée, elle est propre, elle est peinte, elle est aérée. On fait l'entretien de la maison. Bien, normal. Maintenant, si on fait l'entretien de la maison pour que ça soit plus convivial, si on fait l'entretien de la voiture pour que ça soit un véhicule efficace, qu'est-ce qu'on fait pour notre foie? Qu'est-ce qu'on fait pour nos poumons? Qu'est-ce qu'on fait pour notre équilibre? Qu'est-ce qu'on fait pour notre sérénité? On va faire tout l'entretien et on va être attaché à avoir une voiture impeccable sans une rayure, et à l'intérieur de soi, on va mettre des cochonneries en train de pourrir. Il y a un problème. Et ce problème, c'est que quand on est né, on n'est pas venu avec le manuel d'entretien. Si aujourd'hui on achète un ordinateur, une voiture, n'importe quel appareil compliqué, ça vient avec un manuel d'entretien. Il ne faut pas le laisser au soleil, attention à l'humidité, il faut le ranger, il faut changer les piles, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc on le fait pour que ça dure, c'est cher, on en a besoin, donc on le fait. Maintenant pour nous, on vit comme si on était complètement déconnecté de la responsabilité de notre propre bien-être, de notre propre santé, comme si c'était un hasard divin, et on fait ce qu'on veut. Ben non. Le foie, c'est une machine aussi. L'appareil digestif, c'est une machine, et c'est une machine extraordinaire. L'appareil digestif, c'est un laboratoire. Il n'y a pas une industrie pharmaceutique qui est capable de faire autant de médicaments naturels qu'est capable de faire le laboratoire. Le laboratoire, ici, il va guérir certaines personnes de maladies inguérissables aujourd'hui. Donc il va savoir quoi faire. Donc il y a un vrai pouvoir et une vraie intelligence là-dedans. Et ça demande juste à être un peu balayé, nettoyé, rangé, avoir les propres
les ingrédients adéquats. Et donc, c'est un peu comme une plante. Dans la graine de la plante, il y a le programme pour que la plante grandisse. Et nous, on n'a pas besoin de s'impliquer et même de comprendre comment une graine se transforme en plante. On a juste besoin d'arroser. Donc, si vous avez un jardin où vous voulez des tomates, vous achetez la graine de tomate, vous la mettez en terre. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour avoir une tomate? La seule chose que vous pouvez faire, c'est arroser la graine. Tous les jours. Bien, vous arrosez la graine 10 secondes par jour. Au bout de 3 mois, il y a une tomate. Question, qui a fait la tomate? C'est pas vous. Vous avez fait 10 secondes sur 24 heures. Donc pour les 10 secondes, on va donner 1% et c'est bien payé. Qui a fait 99% de la tomate? C'est pas l'air. Si je mets la graine ici sur une table, dans cette pièce, eh ben, l'air ne va pas réussir à faire la tomate. C'est pas la terre. Je prends la graine, la terre, je le mets dans ma poche, ça ne marche pas. C'est plus complexe qu'un seul élément séparé. Donc, ce qui a fait la tomate, c'est un mécanisme, un organisme naturel, vivant, universel, sacré, qu'on appelle la vie ou la nature. Et ce mécanisme a fait 99% de la tomate. Et moi j'ai juste mis mon petit grain de sel pour que ça se passe bien. Maintenant, cette nature, cette vie intelligente, sacrée, universelle, elle a fait 99% de toutes les tomates, de tous les concombres, de tous les poireaux, les aubergines, les courgettes, de tous les arbres, de toutes les planètes. Si je me coupe ici, qui est-ce qui ferme la cicatrice? C'est pas le docteur. Le docteur, il coud et puis il nettoie. C'est pas moi, je sais pas comment envoyer des coagulants, régénérer des cellules. On ne sait pas faire ça. Si vous avez un enfant, si une mère vient d'accoucher, qui a fait l'enfant? Vous savez comment on prend un peu de carbone et d'hydrogène et puis on fait des atomes qui vont faire des cellules, qui vont faire des molécules, qui vont faire des cellules, qui vont faire des tissus, qui vont faire des organes, qui vont faire des systèmes d'organes, qui fait un petit être qui parle. On ne sait même pas faire un doigt qui fonctionne tout seul. Donc, c'est toujours pareil, on fait notre petit pourcentage, comme la pomme, on mange la pomme, mais qui transforme la pomme en pot? Et bien ça, c'est un gros travail qui n'est pas fait par nous. Et qui est intelligent, et ce travail-là va toujours aller vers le sens de la santé, puisque c'est le sens de la vie, vivre dans des meilleures conditions plus longtemps. Donc, en fin de compte, c'est comme si nous, le patron de l'usine, dans la tête, on a une usine avec plein d'ouvriers, avec différents départements, qui font tout le travail. Et ce qu'il faudrait, c'est être un peu plus en contact avec les ouvriers, parce que le patron, dans la tête, il a oublié ses ouvriers, il est parti en vacances, il fait ce qu'il veut, mais les ouvriers, ben, ils n'ont pas de vacances. Ils travaillent 24 heures sur 24 ou 20 heures sur 24 dans des mauvaises conditions. Et il n'y a pas de syndicat là. Alors si, des fois il y a un syndicat, des fois il y a un boycott, ça s'appelle la maladie. Si je mets à l'intérieur de moi, de mon corps, des substances non adéquates, en trop grande quantité par exemple, eh ben je vais avoir mal, je vais souffrir. Et là c'est quoi? Ben, c'est le corps qui dit « Hey, ça va pas ». Et nous on n'écoute pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin. Puis le médecin, il nous donne une pastille
et puis il nous dit « prends cette pastille ». C'est un peu comme si on est en train de conduire, et puis tout d'un coup sur le tableau de bord, il y a un symptôme, c'est une petite lumière rouge qui s'allume, et avec un petit dessin de lampe à huile comme ça. Puis là, on va voir le médecin, il nous donne la pastille pour enlever le symptôme. Donc là, c'est comme si on avait un ami qui démonte la petite ampoule rouge et qui l'enlève. Donc il n'y a plus de symptômes, donc on continue de conduire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, à un moment donné, il va avoir un autre problème plus important. Et c'est ce qu'on fait. On élimine le symptôme. On a de la fièvre. On va prendre des médicaments pour enlever la fièvre. Mais la fièvre est ce qu'on appelle en naturopathie une maladie amie. C'est-à-dire ça brûle des toxines. C'est comme une décharge où on brûle les déchets. Et bien, le corps, l'organisme, l'intelligence à l'intérieur ne peut plus éliminer ces toxines. Donc plus tard, eh bien, on aura peut-être une angine. Et là aussi, on va prendre un médicament pour éliminer. Et plus tard, peut-être, on aura une diarrhée, qui aussi, normalement, devrait servir à éliminer. Et puis là, on jugule. Eh bien, au bout d'un certain temps, le corps il va être intoxiqué. La maladie est le résultat d'un processus à plusieurs niveaux. Il y a un niveau karmique, un niveau psychologique, un niveau énergétique comportemental et un niveau physique. On va en reparler. Mais au niveau physique, l'autorisation du symptôme est pratiquement toujours une intoxication. Un système qui ne fonctionne plus, qui a trop d'intoxication. C'est un système qui ne peut plus répondre. Une personne qui a le cancer n'a pas de fièvre. L'organisme ne répond plus. Si vous avez un enfant de 5 ans ou 3 ans qui est en train de jouer, peut-être il va venir à sa maman, à son papa, et il va dire un verre d'eau. Il boit un verre d'eau. Un autre verre d'eau. Un autre verre d'eau. Encore un, encore un. 4 à la suite, puis il repart jouer. Pourquoi? L'enfant, ce n'est pas un désir, c'est pas un plaisir, c'est une nécessité de son corps. L'enfant n'est pas encore assez dans sa tête, donc il reste encore connecté avec son corps, avec cette intelligence qui lui dit j'ai besoin d'eau pour éliminer, pour humidifier, pour faire quoi que ce soit. Mais si la mère, au lieu de mettre de l'eau, elle met du coca, un verre de coca, 2 verres de coca, ben déjà il ne va peut-être pas en demander 4, l'enfant. Et puis ensuite, son corps sait qu'il ne va plus pouvoir compter sur la mère, mais sur l'enfant, sur la tête, pour résoudre un problème. Donc, l'organisme nous dit ce qu'il faut faire. Et on devrait pouvoir l'écouter. Une des premières choses que l'on fait quand on fait du yoga, c'est écouter son corps, c'est essayer de baisser les rythmes au niveau du mental et au niveau du corps, de s'intérioriser et de sentir. Et là, tiens, on va sentir, ah ben on a faim, ah ben j'ai mal au dos, ah ben ceci et cela. Donc c'est important de écouter un petit peu les tendances, dormir. La tête n'écoute pas l'usine, les ouvriers, et on tire sur le système. Et puis un jour, eh bien, pouf, on est là au lit, on est cloué, le système ne peut plus fonctionner. Donc, l'idée, c'est de donner à cette intelligence, ce pouvoir qui est à l'intérieur, les ingrédients, les temps nécessaires, l'entretien nécessaire, comme pour sa voiture, pour sa maison, pour son ordinateur. Et ça, c'est rien de très compliqué à comprendre, ni à faire non plus. Si on a 2 voisins
qui achètent la même voiture. Et puis il y en a un qui est méticuleux, et l'autre qui est un peu laissé aller. Il y en a un qui nettoie et fait l'entretien de la voiture, et l'autre pas du tout. Eh bien, au bout de 3 ans, il y a une voiture neuve et une voiture pratiquement prête pour la casse, l'une à côté de l'autre. Donc c'est un peu la même chose pour le corps. Et l'idée, c'est que on influence le corps par son entretien ou son manque d'entretien, sa connexion ou sa manque de connexion, mais ça nous le redonne aussi. Une personne à 70 ans qui fait du vélo n'a pas la même condition mentale qu'une personne de 70 ans qui bouge à petits pas et qui n'arrive pas à se retourner et qui la vie est réduite, le potentiel de sa vie est réduit d'autant. Donc, je disais, la maladie a une cause karmique. Karmique dans le sens où on ne fait pas ce qu'on devrait faire dans cette vie-ci. La direction de vie, qui est différente pour chacun. En yoga, on appelle ça Svabhava, Svadharma. C'est les caractéristiques karmiques et les devoirs karmiques. Si on ne s'adapte pas à ces caractéristiques qui sont différentes, ou si on ne fait pas ce qu'on doit faire, eh bien la vie va nous donner comme des barrières, de la souffrance pour qu'on change de direction. Donc il y a souvent une dimension, notamment dans les problématiques ou les maladies importantes, une direction de vie à changer. Ensuite, il y a une autorisation psychologique. C'est une pensée, une idée qui est soit négative, soit restrictive, soit erronée, et qui donne un ordre à toute la hiérarchie subalterne, comme quoi ceci ça marche pas, ou l'insécurité est là, et souvent à la suite d'un traumatisme, l'ordre reste. Et tout le système écoute cet ordre, c'est l'autorisation. Ensuite, il y a un développement, ce qu'on appelle énergétique, mais qui est comportemental. Donc au niveau, on a un corps, on a une tête ou un monde astral, qui appartient au monde astral, et on a une âme, ben c'est au niveau du monde astral. Et là, il y a le mécanisme même du blocage. Au niveau du monde astral, donc qui est à la fois énergétique, mental, émotionnel, eh bien on fonctionne comme un arbre, en fin de compte. L'arbre, avec ses feuilles, il prend l'air et le soleil et les amène partout jusqu'aux racines. Et les racines prennent les minéraux et l'eau et les amènent partout jusqu'aux feuilles. Donc l'arbre est un vecteur, une connexion entre la terre et le ciel. Et nous, au niveau énergétique, ce qui fait vivre le corps, au lieu que ce soit un cadavre, ou au niveau mental, donc de notre psyché, eh bien, il y a aussi ces courants-là qui vont du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et ces courants devraient être fluides, mais nous, on les retient. D'abord, les engrenages par lesquels et les canaux par lesquels passe ce courant sont plus ou moins ouverts, parce qu'on est très mental ou pas assez mental, on est très actif ou pas actif, on est très cœur ou pas cœur, etc. Et puis ensuite, il y a des blocages, des choses qu'on retient. C'est-à-dire, les voisins, ils sont comme ça, et puis l'émotion, là, je la garde et je me vengerai. Et donc, on a tendance à créer des congestions énergétiques. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans beaucoup de systèmes thérapeutiques, et dans le yoga, et dans les massages, et dans les thérapies un peu alternatives, c'est très important de se détendre. Une des premières actions positives santé des gens dans la vie moderne en général est la détente, la relaxation. Parce que ça remet les courants un petit peu en route, et ça empêche de crisper comme ça. Donc il y a ces crispations, et puis il y a ces blocages, il y a ces inversions, et ça, si ça reste pendant longtemps, eh bien ça va se matérialiser à travers
les plexus nerveux, à travers les glandes endocriniennes et à travers ce qu'on appelle l'épigénétique, ça va se matérialiser dans un symptôme physique. Donc on a une cause karmique, une autorisation psychologique, un mécanisme principal énergétique et comportemental. Je ferai une vidéo comme ça sur la psychologie énergétique pour expliquer un peu plus en détail cet aspect-là, et un symptôme physique. Le problème en général, les deux problèmes, c'est que chacun des spécialistes de ce niveau-là pense qu'il va tout résoudre à ce niveau-là. La médecine allopathique pense qu'elle va tout résoudre au niveau physique, alors que des fois le problème il est plus énergétique ou psychologique. La personne thérapeutique, toutes les nouvelles thérapies un peu énergétiques pensent qu'ils vont tout résoudre au niveau énergétique. Le psychologue, ou le psychiatre, il pense qu'il va tout, psychanalyste, résoudre au niveau psychologique. Et puis, l'homme de Dieu, que ce soit le curé, le rabbin, l'imam ou le prêtre, peu importe, ils pensent qu'ils vont tous résoudre au niveau karmique. Et non. Souvent, les maladies ont un pourcentage de ces niveaux qui diffèrent. C'est-à-dire que le même symptôme chez une personne va être 80% physique ou 80% psychologique, par exemple. Si vous avez une maladie, et on voit ça souvent par exemple avec des maladies de peau, des psoriasis, des choses comme ça, si il y a une maladie comme ça, vous faites un traitement physique, ça marche bien, ça s'atténue, puis ça revient, vous en faites un autre, naturopathe cette fois-ci, eh bien ça revient. Et donc là, si le symptôme il revient comme ça, il faut aller chercher un peu plus loin. Il faut aller chercher le rapport psychologique, le rapport émotionnel, le rapport énergétique. Et toutes les maladies chroniques d'importance et longues sont de toute façon reliées aux 4 niveaux. Une personne qui se guérit d'un cancer, en général, fait un changement de vie. Ce n'est pas seulement un changement au niveau de la cellule. Il y a un changement psychologique, il y a un apprentissage psychologique, il y a un changement au niveau énergétique, c'est-à-dire la façon de vivre et de se lier à son environnement directement, et un changement de vie, un changement karmique. Donc, voilà pour expliquer un petit peu le processus du symptôme. Maintenant, quels sont les outils principaux de la santé? Qu'est-ce qui construit la santé? Il y a 5 piliers. Et évidemment, on a dit il y a l'alimentation, oui. Il y a le sport, moi j'appelle ça le mouvement, oui. Mais avant l'alimentation, avant le mouvement, il y a quelque chose qui est encore plus important. Et ça, on oublie ça, on pense que l'énergie, par exemple, que l'on a vient d'abord de la nourriture. Oui, elle vient de la nourriture, mais bien plus que la nourriture, et bien avant la nourriture, il y a la respiration. Respiration, alimentation, mouvement, repos. Le repos est très important dans la construction de l'équilibre qui est la santé. Et pensée positive. Parce que les pensées vont influencer le système. C'est un peu comme l'ordre qui est donné par le contremaître ou le chef de chantier. Donc, la santé, c'est-à-dire être bien dans son corps, c'est possible. Être bien dans sa tête, c'est possible. Et être bien dans sa vie, c'est possible. On peut y participer d'une certaine manière. Il y a des exceptions, il y a des facteurs, par exemple une maladie congénitale, bon, ce n'est pas quelque chose qui a été construit entre la naissance et le moment où on développe le symptôme. Ça vient d'avant, on naît comme ça. Donc là, il y a des exceptions. Mais en général, vous êtes en train de construire aujourd'hui la santé que vous allez avoir demain. Donc, comment on fait ça? Avec ces 5 outils-là. Premier outil, la respiration. On pourrait faire une conférence sur la respiration, tout un stage sur la respiration. Mais brièvement,
On peut s'arrêter de manger un mois pratiquement et être encore en vie. Combien de temps on peut s'arrêter de respirer? Quelques minutes à peine. Donc la vie est beaucoup plus donnée par la respiration que par l'aliment. On va faire un peu de mathématiques. Le synonyme de vivre le plus proche est respirer. Vivre égale respirer. C'est ce qui nous donne le plus la vie. Donc on veut vivre bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respirer bien. Maintenant, est-ce que c'est possible de respirer bien? Oui, pourquoi? Parce qu'on respire mal. Une personne normale respire. Alors qu'on pourrait respirer. On a un volume qu'on n'utilise pas. C'est important d'augmenter la capacité de respiration. L'échange gazeux, la qualité de l'air, éliminer les résiduels. On habite en ville, même si on ne fume pas, on passe dans des lieux où il y a de la pollution. Cette pollution, on la garde à l'intérieur. Et on prend la vie à travers de cette pollution. Donc vider l'air résiduel, régénérer l'air des poumons. C'est comme, je dis un peu, l'aliment, c'est comme la matière première de la construction de la santé, et la respiration, c'est les ouvriers. Donc construire une grosse maison avec un ouvrier, eh ben c'est pas facile et ça prend du temps et on n'y arrive pas toujours. Par contre, construire la même maison avec 20 ouvriers, ben ça va aller mieux. Donc c'est la même chose, construire sa régénération cellulaire, l'élimination ou le drainage de son foie avec un petit peu de respiration ou beaucoup de respiration, c'est pas la même chose. Tous les gens qui pratiquent la respiration, que ce soit un sportif, que ce soit un yogi, que ce soit une personne qui joue d'un instrument, ben en général, ont une meilleure vie en général. Ça n'empêche pas d'être malade, mais en général, on a une meilleure vie. Donc la respiration, c'est vraiment important. La respiration, regardez les bébés, ils respirent tous par le ventre, les petits-enfants. Regardez les adolescents, les jeunes adultes, ils respirent tous par le haut. Pourquoi? Parce qu'à l'adolescence, on commence à être des êtres émotionnels. Ici, on met 1 ou 2 litres, ici, on met 3 ou 4 litres. Et l'émotion change la respiration. Donc, on bloque ces émotions et on n'utilise plus cette partie principale de la respiration, qui est l'expansion des poumons, là où on met 3-4 litres. Donc, on perd cette solidité, cette fermeté, cette sérénité, cette prise de terre qu'est la respiration ici. Si une personne est émotionnellement instable et elle est prête de paniquer, si elle commence à faire de la respiration abdominale, elle ne peut pas paniquer. On ne peut pas paniquer avec la respiration abdominale, c'est pas possible. Donc, une personne qui est émotionnellement instable, rien qu'en faisant de la respiration abdominale, petit à petit va devenir stable, parce que si l'émotion change la respiration, eh bien la respiration va changer aussi l'émotion. Donc une personne qui fait tous les jours de la respiration abdominale va devenir sereine. Si votre voisin était lunatique, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, vous ne savez plus comment le traiter, puis petit à petit vous vous rendez compte qu'il devient toujours
serein, c'est un gros changement. Vous demandez qu'est-ce qu'il a fait, ben, il a fait du yoga avec de la respiration abdominale tout simplement. Donc la respiration peut même changer au niveau émotionnel, au niveau physique, etc., etc. Les bénéfices de la respiration sont énormes, multiples, variés. Le bien-être. Donc, premier outil, la respiration. Deuxième outil, l'alimentation. Ce corps, en yoga, s'appelle Annamaya Kosha, c'est-à-dire la couche de nourriture. C'est pas très poétique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça, c'est de la nourriture. Et ça veut dire que le mental, il n'est pas là-dedans. D'ailleurs, on n'a jamais trouvé de pensée dans le corps physique. Okay. Donc, si je veux avoir un corps qui soit un ami, un outil, et non pas un obstacle ou une souffrance, eh bien, je dois mettre l'aliment adéquat, de la façon adéquate. Or, nous, on a complètement oublié cet aspect de la nourriture. Aujourd'hui, on cuisine pour le plaisir. On a oublié que la nourriture a pour but principal et objectif principal de maintenir et améliorer la vie, le sens de la vie, vivre plus longtemps dans des meilleures conditions. On a oublié ça. Aujourd'hui, c'est juste le plaisir. Vivre pour manger ou manger pour vivre. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit, ça. Et donc, on peut avoir une nourriture, évidemment, qui donne du plaisir, pourquoi pas, bien sûr. Mais si d'abord elle accomplit sa fonction principale qui est d'entretenir et de maintenir la vie et d'améliorer la vie. Or aujourd'hui c'est le contraire, la façon dont on s'alimente par exemple en Occident, c'est la première raison de mortalité. C'est la première raison de maladie cardiovasculaire, cancer, ostéoporose. L'alimentation aujourd'hui construit la maladie et la mort. Et puis, c'est 3 fois par jour. Certains 5 fois par jour. Donc, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de présent. Si vous mangez un aliment fait pour vous, naturel, avec sans produits chimiques, et vous la mangez de la bonne manière, et bien votre corps va être le résultat de ça. Si vous mangez un produit qui n'est pas fait pour vous, et chimique, et qui se décompose, et qui perturbe, eh bien le résultat va être différent dans votre corps. Et se sentir bien dans le corps, on n'y pense pas quand on a 20 ans. Mais quand vous aurez 40 ans, 50 ans, 60 ans, eh bien c'est un élément important. Se sentir, moi j'ai souvent été sportif dans ma vie passée, où je fais du sport en tous les cas, des loisirs plutôt que du sport, compétition. Et ça a toujours été important pour moi de me sentir léger. Sentir que si je veux, je peux sauter, je peux courir. Et ça m'est arrivé d'arriver dans des habitudes, des routines où je mangeais trop, et puis, eh bien, j'avais plus cette capacité-là. Et ben, je devais la retrouver parce que j'étais pas bien. Donc, le corps est là pour nous servir, et ce que l'on met dedans, alors, en yoga, on dit que c'est sacré l'aliment. Et la nature provide, comment on dit en français, prévoit ou nous donne certains aliments qui sont faits pour nous. Et donc c'est un peu comme, on appelle ça en yoga un sacrifice, c'est le vrai sens du mot dharma. Dharma a plusieurs sens, il y a le devoir, il y a l'éthique, etc., etc. Mais à la base,
sanskrit du mot dharma, il y a la qualité de chacun qui permet au tout de fonctionner. Donc le dharma du sucre, c'est de sucrer, par exemple. Le dharma du pommier, c'est de faire des pommes. Et les pommes, c'est pas pour le pommier. Les pommes, c'est pour les insectes, les animaux, les hommes. Donc il y a ce don de soi qui nous est particulier pour le tout. Donc on fait partie de ce système-là. Et la nourriture fait partie de ce système-là. Et ça, on a oublié un petit peu complètement. Donc avoir une nourriture sacrée, ça veut dire une nourriture consciente. Moi, je dis souvent, avant de parler de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger, si vous êtes dans une tradition du yoga, une tradition religieuse, vous pouvez, en yoga on dit des mantras où on nourrit les pranas universels, etc., etc. Mais la première chose que tout le monde peut faire, c'est prendre son assiette et prendre conscience que ce que vous avez dans l'assiette va faire un nouveau bras, une nouvelle joue, une nouvelle paroi du cœur. Donc, si j'ai des chips avec un peu de produits chimiques, avec un morceau de cadavre, ben, j'ai pas vraiment envie que mon bras soit fabriqué avec ça. J'ai plutôt envie que ce que j'ai dans mon assiette soit de la meilleure qualité possible. Vous ne voulez pas construire votre maison avec des morceaux de carton de mauvaise qualité. Non, vous allez choisir des bons ingrédients, des bonnes matières premières, parce que vous voulez que votre maison soit solide, elle soit efficace, isolée, etc. etc. Ben, c'est la même chose. Ce que vous avez dans l'assiette va construire un nouveau corps. Votre corps se régénère complètement, pratiquement, à part quelques cellules nerveuses. Mais même 50% des cellules nerveuses peuvent se régénérer. Et les autres créent de nouveaux synapses. Et tout ça, ces nouveaux muscles, ce genou, cette nouvelle peau est fait par ce que vous avez dans l'assiette. Donc, c'est intéressant que ce que vous ayez dans l'assiette soit adéquat, vivant. On peut faire, il y a un stage sur l'alimentation et il y a quelques lois, par exemple. Une loi toute simple, un outil tout simple, c'est se rapprocher du soleil et s'éloigner de la pourriture. Ce qu'on mange, en fin de compte, c'est du soleil. Mais on ne peut pas prendre le soleil directement. Donc on mange des plantes qui prennent le soleil directement. Quand vous êtes à l'hôpital, vous avez besoin, c'est du glucose qu'on met dans votre sang. Donc on ne peut pas prendre le soleil directement, qui est la base de toute énergie ici, mais on va prendre les plantes qui prennent le soleil, ou les animaux qui mangent les plantes qui prennent le soleil. Donc se rapprocher du soleil, ça veut dire frais. Il y a la mode du bio, c'est bien bio, mais important, n'oubliez pas que ça soit frais. C'est-à-dire qu'il y ait de l'énergie. Je préfère un aliment pas bio mais frais qu'un aliment bio pas frais. Parce que le frais va donner de l'énergie qui va pouvoir enlever les produits non adéquats, les produits chimiques. Tandis que si j'ai pas de produits chimiques mais j'ai pas de vie, ben, ça ne marche pas non plus. Donc frais, c'est important, se rapprocher du soleil. Et s'éloigner de la putréfaction, ben, c'est les animaux, les cadavres, évidemment. Hein, on tue pas les animaux et on mange pas. Une fois que l'animal il est tué, ça se décompose. C'est pour ça qu'on parle d'un cadavre pour un animal et pas pour une carotte. La carotte, on la tue pas, ça ne devient pas un cadavre. Et la carotte, on l'ingère quand elle est sattvique, avant qu'elle devienne tamasique, qu'elle se décompose. Donc c'est important. On pourrait développer, il y a un stage là-dessus, c'est assez pour le moment. Dernière chose à propos de l'alimentation, le transit intestinal, c'est aussi en Inde et pour le yoga très important, alors que souvent en Occident, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte et qui participe à la maladie, évidemment. Okay. Les mouvements, les mouvements, non seulement ils participent à la contraction des muscles qui fait le retour du sang veineux, donc le sang qui est chargé des toxines, hein, mais aussi c'est l'amplitude des articulations entre une personne qui est comme ça et une personne qui est comme ça. La différence, eh bien, c'est d'avoir fait des mouvements. Il y a aussi le fait de suer, d'éliminer, d'entretenir
l'amplitude des articulations donne de l'agilité. À partir d'un certain âge, c'est de la jeunesse. Donc c'est très important. Suer, bouger, entretenir, faire travailler les muscles. La lymphe n'a pas de système péristaltique, n'a pas de pompe comme le cœur, donc la lymphe doit travailler aussi avec les contractions. Donc le mouvement, c'est important. Le repos. Aujourd'hui, on va se coucher avec une tête pleine de problématiques, des émotions instables ou négatives, et on s'étonne qu'on n'ait pas reposé le matin. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, et je pense souvent aux jeunes adultes qui sont à fond dans leur métier, complètement dédiés, et on leur demande des horaires incroyables, et puis des préoccupations incroyables, et aussi des peurs et des désirs qui nous submergent toujours, eh bien, si on va se coucher avec tout ça, ce sommeil-là, ce n'est pas un sommeil réparateur. Au contraire, c'est un sommeil somatisateur. Donc l'idée, c'est d'avoir un sommeil réparateur. C'est-à-dire, c'est comme si dans un endroit comme ceci, il y a la fête un soir avec des gens qui viennent et qui dansent et qui boivent et qui mangent, et donc il y a des ordures partout, et puis il faut ensuite faire passer l'équipe de ménage. Il faut aérer, il faut nettoyer, il faut ranger, il faut remettre tout pour que le lendemain, la pièce puisse être utilisée. Et donc, c'est la même chose avec le corps. On ne peut pas faire boule de neige comme ça, parce que au niveau du stress, mais au niveau aussi de l'organisme physique, la boule de neige va devenir symptomatique à un moment donné. Donc, il faut couper. Au niveau du stress, la boule de neige est vraiment importante. Donc, si on coupe, on remet tout à zéro le système nerveux tous les jours, eh ben, on ne pourra pas construire une instabilité nerveuse, par exemple. Et puis, aujourd'hui, on parle de burn-out. Mais oui, parce qu'on tire trop, on utilise plus que ce qu'on a comme potentiel. Donc, à un moment donné, le système lui-même, il met en alarme, on arrête tout. Il a besoin, les ouvriers de l'usine ont besoin de nettoyer un peu parce qu'il y en a partout, ils ne peuvent plus rien faire. Et là, on se demande, bon, est-ce que c'est une angine, est-ce que c'est ceci, c'est pas que c'est ceci ou cela, c'est tout simplement un collapse de l'organisme qui a besoin de se régénérer. On reste 3 jours et puis ça va mieux un petit peu. Donc, le repos est important. Et une partie de la nuit, on rêve, et même si on est détendu, le système nerveux, lui, n'est pas complètement vide. Donc, il y a seulement la relaxation profonde ou le sommeil profond qui est régénérateur. Et c'est très important pour pouvoir repartir un peu sur des bonnes bases tous les jours. Et enfin, les pensées positives. Eh bien, les pensées influencent le corps et l'organisme, et le corps influence les pensées. Mais les pensées, le mental est autoritaire. Donc, on sait bien que 2 personnes ont le même symptôme, ils sont dans la même chambre d'hôpital avec la même problématique. S'il y a un optimiste et un pessimiste, ils ne vont pas guérir de la même façon. Donc, la vision ou l'angle de vision que l'on a est importante dans le processus de régénération, de construction de la santé ou de construction de la maladie. Et ça aussi, il faut faire le ménage. Ça aussi, il faut faire l'entretien. Il faut se réserver le droit d'entrée. Aujourd'hui, les gens ont un mental qui est comme une éponge et tellement sollicité à l'extérieur par des choses pas importantes, des choses violentes, des choses déséquilibrées, des choses sans intérêt, que le mental il est en ébullition tout le temps et souvent avec des choses négatives qu'on ne comprend pas, etc., etc. Et donc on est le résultat de ça. Réservez-vous le droit d'entrée. Ne regardez pas systématiquement tous les panneaux publicitaires. Ne croyez pas systématiquement tous les panneaux publicitaires. Tout ce que les gens veulent vous dire. Ne lisez pas tous les jours obligatoirement tous les problèmes du monde dans ce qu'on appelle le journal télévisé ou le journal papier.
vous nourrissez pas forcément de ça, ou ne voyez pas forcément que le côté négatif. Les choses dans la vie, dans la manifestation du présent est neutre. Mais on peut le voir d'un côté positif ou d'un côté négatif. Le côté négatif va donner une impulsion négative. Et vous avez le libre arbitre, vous avez le droit de laisser entrer ce que vous voulez, de mettre l'influence, de regarder l'angle que vous voulez. Donc c'est important à un moment donné de participer à ça, de décider de ne pas s'entretenir avec la négativité. Parce que ce n'est pas en touillant l'obscurité qu'on apporte la lumière, qu'on va au-delà de l'obscurité. C'est en apportant la lumière. Vous avez beau touiller toute l'obscurité, la négativité du monde et la violence du monde que vous voulez, ça va pas, c'est en apportant de la lumière. Donc il y a l'effort de lumière, il y a l'effort de positivisme, et une simple allumette met fin à 3000 ans d'obscurité dans une tombe d'une pyramide qui est restée fermée pendant 3000 ans. Une simple allumette. Et l'obscurité ne sort pas par la fenêtre. Elle a simplement pas d'existence face à une allumette. Donc il faut également penser à cet aspect mental dans la construction de la santé. Donc il y a un tout, il y a plein de possibilités, il y a des exceptions, il y a des états qui sont un petit peu déjà un peu trop tard, parce que le corps est déjà le résultat d'une vie pas forcément très consciente, mais tant qu'on est en vie, il y a la possibilité de changer. Même si on ne peut plus changer le corps parce qu'il y a un cancer terminal, on peut changer la tête, et ça change tout. Tant qu'on est en vie, on a la capacité de changer, d'apprendre, d'évoluer, parce que c'est la raison même de la vie humaine. C'est le potentiel même de la vie humaine. Et ça peut changer complètement la façon dont on meurt, qui fait partie de la vie. Et je termine avec ça. La mort n'est pas le contraire de la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Et en yoga, la vie, eh bien, elle n'a pas de contraire. Donc, tant qu'on est en vie, on peut évoluer, on peut grandir, c'est possible, et on a les manettes, on a le potentiel. Il suffit d'être conscient de ça et d'y participer.